Rebonjour à tous, me voici pour faire la suite du Bookshelf Tour. Donc aujourd'hui je vais présenter ce rayon-là qui est celui des livres grand format et je vais aussi montrer juste la petite partie au-dessus qui est celui des livres en anglais. Donc comme pour la première vidéo, ce sont des livres que j'ai déjà lus et qui sont classés par ordre alphabétique de maison d'édition. Voilà, donc il y a aussi bien de la fiction que de la non-fiction et on commence d'ailleurs avec un essai qui est Le charme discret de l'intestin de Julia Enders aux éditions Actes Sud. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce livre, il a eu beaucoup de succès et c'est vraiment très très bien. Donc c'est un livre de vulgarisation scientifique médicale sur le fonctionnement du système digestif, mais raconté avec beaucoup d'humour et surtout de façon très accessible, avec beaucoup de liens avec la vie quotidienne. Donc c'est un livre qui peut être très utile pour les gens qui ont souvent des problèmes de maux de ventre, parce que ça explique vraiment bien qu'est-ce qui provoque les maux de ventre courants et comment est-ce qu'on peut les empêcher, les prévenir ou les guérir. Donc moi j'avais acheté ce livre-là pour ça à la base. Et il est vraiment super, il donne plein de conseils très intéressants et il permet de mieux comprendre le fonctionnement de tout ça. Ensuite, dans un tout autre registre, j'ai Jeremiah Johnson de Raymond W. Thorpe et Robert Bunker. Donc ça c'est aux éditions Anarcharsis, il s'agit d'une biographie d'un pionnier, je pense on peut dire américain, donc je sais plus s'il était aux États-Unis ou au Canada. Mais bon voilà, c'est un type qui vivait à l'époque, alors je sais plus en quelle année, au milieu du 19e siècle. Et donc c'est dans les montagnes rocheuses. Donc voilà, c'est l'histoire donc d'un type qui était trappeur dans les montagnes rocheuses à cette époque-là. Et en fait, il est devenu célèbre parce qu'il s'est lancé, j'arrive plus à le ranger, parce qu'il s'est lancé dans une vendetta contre une tribu indienne, celle des Crows, parce que si je me rappelle bien, ils avaient assassiné sa femme. Et donc il s'est lancé dans une vendetta très très violente contre cette tribu. Et en fait, la légende dit qu'il dévorait le foie de ses victimes. Donc voilà, c'était un peu une figure populaire, on va dire, de cette époque-là. Son histoire a été réalisée, a été adaptée en film. Donc là, ce qu'on voit, c'est une image du film. Et donc ça, c'est sa biographie. C'est une lecture assez étonnante. Je dirais pas que c'était hyper prenant parce que c'est pas, le style n'est pas aussi fluide que celui d'un roman, on va dire, mais c'était très étonnant. C'est une histoire assez atypique avec quelques passages, comment dire, j'allais dire assez drôles, c'est pas vraiment le terme, mais ouais, je sais pas comment dire, assez cocasse. Bon, c'est pas non plus exactement le bon terme, mais je trouve plus le mot que je voulais. Et donc, voilà, une espèce de petit aperçu de la vie d'un trappeur assez particulier à cette époque-là. Ensuite, on a Le Chat, donc un recueil de nouvelles rassemblées par Irène Frein, mais ce sont des nouvelles de plein d'auteurs différents qui ont donc toutes pour thème le chat. Et donc, j'ai pas grand-chose d'autre à en dire. Il y a des nouvelles que j'ai vraiment bien aimées, d'autres qui m'ont un peu moins plu, mais globalement, c'était une lecture assez sympathique pour les gens qui aiment bien les chats. Après, j'ai Zoo, un nouveau pacte avec la nature de Laurence Paoli. Donc ça, c'est un essai assez court qui fait en fait une synthèse de l'histoire des parcs zoologiques et de leurs différentes missions. Donc il y a toute une première partie qui nous parle vraiment de tout l'aspect historique, donc la création des premiers zoos, puis leur évolution dans le temps jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite la deuxième partie parle plus de leur mission actuelle, notamment dans la conservation des espèces menacées. Et ça parle un petit peu des polémiques qui existent aujourd'hui par rapport à ces établissements. Donc voilà, c'est un livre intéressant si on veut avoir une bonne synthèse du sujet ou en tout cas une bonne introduction. Après, j'ai trouvé que l'autrice n'était pas toujours très objective dans ses propos, mais donc voilà, je pense qu'il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre forcément, mais en tout cas sur tout ce qui est historique et présentation de l'organisation des zoos dans le monde, mais aussi de différentes organisations comme l'IUCN, donc l'Union internationale de conservation de la nature et autre chose comme ça. Voilà, c'est intéressant, c'est un bon livre informatif. Voilà. Ensuite, on a Le Parfum de Patrick Süskind, qui est très connu, donc un des tout premiers classiques que j'ai lu, que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais également vu le film, qui est beaucoup moins bien que le livre, mais que j'avais trouvé quand même assez sympathique. Ensuite, on a Le Parc Jurassique et
Le Monde perdu de Michael Crichton. Donc ce sont les deux romans qui ont inspiré les films Jurassic Park à Steven Spielberg. Alors en soi, pour être tout à fait honnête, ces romans ne sont pas très bien écrits, mais je les garde quand même parce que c'est eux qui ont inspiré des films qui ont été des énormes références dans mon enfance. Moi j'étais à fond, mais vraiment à fond dans Jurassic Park quand j'étais petite. Donc voilà, du coup j'avais eu envie de lire les romans qui les ont inspirés, et même si ça n'a pas été des lectures excellentes, je les garde quand même par rapport à ça. Ensuite j'ai Au-delà du mal de Shane Stevens, un énorme thriller qui fait 900 pages dans cette édition. Donc c'est une édition France Loisirs, et donc c'est une histoire de tueur en série qui est un peu un pilier dans le genre. Si vous aimez bien les romans de serial killer, celui-là est assez incontournable. Donc il est très long à lire, c'est très 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 détaillé. Il y a beaucoup de péripéties qui sont pas forcément que de l'action tout le temps. Donc c'est un livre qui ne conviendra pas aux gens qui veulent une action vraiment effrénée. C'est un livre qui est un peu long à lire, avec aussi des passages un peu plus calmes, entre guillemets. Mais c'est vraiment un des meilleurs personnages de tueurs en série de la littérature, à mon sens. Le personnage est vraiment très très fouillé au niveau de sa psychologie, de ses actions, etc. C'est un très bon exemple de serial killer fictionnel. Ensuite, on a cette belle édition de la trilogie À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Donc c'est les éditions Gallimard, et c'est une trilogie que j'ai vraiment beaucoup aimée quand j'étais adolescente. Je l'ai relue aussi une fois à l'âge adulte. Et ben voilà, là encore c'est très connu, donc je vais pas forcément m'étendre dessus. J'ai pas regardé la série qui en a été adaptée sur, je crois que c'était sur Netflix. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ces trois livres. J'avais essayé de lire la suite, donc avec la nouvelle série dont le premier tome s'appelle La Belle Sauvage. Sauf que j'ai pas du tout aimé La Belle Sauvage, j'ai été très déçue. Du coup, ben voilà, je me contente de la première trilogie. Ensuite, j'ai Encyclopédie du cinéma ringard de François Kahn. Donc ça, c'est assez drôle, c'est un livre, donc c'est un essai qui étudie le phénomène des films de série B dans la pop culture, et pourquoi est-ce que ces films-là ont du succès malgré le fait qu'ils soient objectivement très mauvais. Et ça analyse aussi les films, les bons films qui ont inspiré ensuite toute une série de, pas de remake, mais toute une série de films de série B qui essayent de s'inspirer de certains chefs-d'œuvre, mais avec beaucoup moins de moyens et beaucoup moins de talent. Et donc c'est écrit avec beaucoup d'humour. C'est très facile à lire, c'est plein de petits exemples en fait de différents films qui sont décryptés voilà, avec beaucoup d'humour, comme je le disais. Et donc bah, c'est super sympa à lire si vous aimez bien le cinéma. Ensuite j'ai Une vie de loup de Philippe Huet. Donc ça c'est un roman animalier qui raconte l'histoire d'une meute de loups vue du point de vue des loups. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à en dire. C'est un roman vraiment pour les gens qui aiment bien le genre animalier, parce que c'est pas... Ouais, c'est assez spécifique comme genre littéraire. Je pense que si on s'intéresse pas spécialement aux loups ou aux romans animaliers, ça va probablement pas trop vous intéresser. Mais bah moi en l'occurrence c'est un genre littéraire qui me plaît plutôt bien. Ensuite nous avons Puma de R.D. Lawrence, donc dans une très vieille édition que j'avais eue sur un vide-grenier. Donc là encore c'est pas de la fiction, c'est le récit d'un scientifique qui est parti étudier les pumas à l'état sauvage aux États-Unis, et donc il raconte un petit peu il a vécu je crois pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois dans la nature, donc complètement coupé du monde, pour étudier les pumas et aussi le reste de la faune de cet environnement. Donc je crois qu'il était parti dans les montagnes rocheuses, si je ne dis pas de bêtises. Et donc il explique voilà, toutes les observations qu'il a faites, le quotidien de cette vie dans la nature, et puis la relation entre guillemets qu'il a établie avec un puma qu'il voyait régulièrement, qu'il croisait régulièrement et qu'il a appris à connaître. Voilà. Ensuite, nous avons La science fait son cinéma de Roland Lehoucq et Jean-Sébastien Steyer. Donc ça c'est un livre de vulgarisation scientifique et qui analyse l'utilisation de la science dans les films et notamment dans les blockbusters. Donc ça parle de Alien, de Interstellar, de Seul sur Mars, de Ant-Man, voilà, et plein d'autres films.
Donc c'est très intéressant. Moi j'aime beaucoup les livres ou les podcasts ou autres qui décryptent un petit peu l'usage de la science dans les films et qui nous expliquent qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vraisemblable ou qu'est-ce qui relève complètement de l'invention. C'est toujours très intéressant. Après, le seul défaut que j'ai trouvé à ce livre, c'est que j'ai trouvé qu'il n'était pas toujours très accessible en fait. Il y a des passages notamment sur la physique qui étaient quand même assez compliqués. Il y a eu un effort de vulgarisation, mais franchement, il y avait des passages qui étaient un peu ardus quand même, où c'était difficile à comprendre sans avoir de notions déjà un petit peu poussées en physique. Donc voilà, c'était le seul problème que j'ai rencontré. Mais sinon, c'était un très chouette livre. Ensuite, on a 3 minutes pour comprendre les 50 éléments les plus répandus en chimie. Donc ça, c'est de Eric Skerry et ça fait partie d'une collection chez Le Courrier du Livre qui reprend le même principe pour plein de thématiques différentes. Donc là, c'est la chimie, on a aussi sur la théorie de l'évolution, le cerveau, et puis plein d'autres thématiques. Je ne me rappelle plus si c'est seulement sur la science ou s'il y a d'autres thématiques dans d'autres domaines. Mais dans tous les cas, c'est très bien fait. À chaque fois, on a une double page qui nous présente un thème de façon très simple, très claire, bien illustrée. Et donc, c'est des livres qui sont vraiment hyper pratiques si on veut avoir une introduction simple et pédagogique à un sujet. Donc, moi, j'avais acheté celui-là pendant que je faisais mes études. Et donc, voilà, c'est vraiment une bonne collection. Ensuite, nous avons A comme arsenic, les poisons d'Agatha Christie de Catherine Harkup. Donc ça encore, c'est de la vulgarisation scientifique où l'autrice va analyser les différents types de poisons qui sont utilisés dans les livres d'Agatha Christie, dans les enquêtes de Hercule Poirot. Donc c'était super comme livre, très très intéressant parce que elle étudie non seulement comment les poisons sont utilisés dans les intrigues, donc du coup il y a énormément de spoilers sur les enquêtes d'Hercule Poirot, donc attention si vous voulez pas être spoilé, ne lisez pas ce livre avant d'avoir lu les enquêtes. Donc voilà, je disais, elle étudie non seulement comment c'est utilisé dans les livres, mais elle nous fait aussi une présentation plus générale, on va dire, des différents composés étudiés. Donc où est-ce qu'on peut les trouver dans la nature, ou comment est-ce qu'ils sont produits par l'industrie, quels sont leurs effets exacts, quelles sont leurs structures au niveau chimique, etc. Donc vraiment un livre très complet, très chouette à lire, que j'ai beaucoup aimé. Après, nous avons True Grit de Charles Portis, donc un western qui a été adapté au cinéma par les frères Cohen. J'ai assez peu de souvenirs de cette lecture pour être honnête. Faudrait peut-être que je le relise un jour parce que ouais, je me rappelle de l'histoire, mais en fait je me rappelle surtout du film et pas tellement du livre. Donc je pense qu'il faudra que je le relise un jour pour déterminer si je veux le garder ou pas. Après, il y a Qui veut la peau du lynx de Pierre Athanase. Donc ça, c'est un résumé, on va dire, de la réintroduction des lynx en France. Et je crois que ça parle aussi de la Suisse et de la situation actuelle de cet animal sur notre territoire. Donc c'est un peu sous forme d'enquête, donc ça rassemble beaucoup de... Ça fait un peu un résumé de comment ça s'est passé. Et ça met aussi des extraits d'articles de presse, de choses comme ça, qui relatent ce qui se passait au moment des réintroductions, des lynx qui parfois ont été tués, de ceux qui ont survécu, etc. Donc voilà, ça fait un peu un tour d'horizon de la situation du lynx chez nous. Donc c'est un livre très militant. Voilà, on sent que l'auteur veut vraiment défendre la cause du lynx et il est vraiment pas content quand les lynx sont tués, etc. Donc voilà, c'est pas du tout un livre objectif, mais qui fait quand même un bon résumé de la situation. Après, on a La fonction venimeuse de M. Goiffon et J. Heurtaud. Donc c'est aux éditions Masson. Donc là, c'est un livre très technique sur les animaux venimeux, les différents venins, leurs effets, leurs fonctions, leurs actions, leur structure chimique, voilà. Donc c'est un livre vraiment très technique. Il y a des passages qui sont accessibles, mais il y en a aussi d'autres qui sont vraiment compliqués et assez incompréhensibles si on n'a pas déjà d'assez bonnes notions en biologie et en chimie. Il y a aussi beaucoup de schémas très détaillés. Et c'est un livre qui coûte très cher et qui est difficile à trouver aujourd'hui. Donc c'est vraiment plus pour les gens qui étudient le sujet, quoi. C'est pas tellement un livre de vulgarisation, mais il est très très bien.
Ensuite, on a Anaconda de Horacio Quiroga. Ça, c'est un recueil de nouvelles d'un auteur uruguayen. Je sais plus comment j'ai découvert ce livre. Je l'ai acheté neuf, mais je sais plus comment j'en avais entendu parler. Bref. Donc, c'était un livre assez hétérogène. Il y a certaines nouvelles que j'ai trouvées vraiment très bien, d'autres qui m'ont un peu laissé de marbre. Mais en tout cas, ça m'a intriguée par rapport à cet auteur, Horacio Quiroga, qui a écrit quelques autres livres et qui, en fait, a fini par se suicider, qui avait visiblement quelques soucis psychologiques. Et donc, ouais, il y avait des nouvelles sur beaucoup la forêt amazonienne, enfin, la forêt tropicale. Il y en avait aussi d'autres sur le thème du désert, parce que je pense que l'auteur a également vécu un peu dans le désert. Et donc, ouais, c'était, comme je disais, c'était assez inégal, mais assez étonnant et intriguant. Ensuite, on a Un mariage dans la cage au lion de Rosa Bouglione. Donc, Rosa Bouglione, elle fait partie de la famille Bouglione qui se trouve maintenant au cirque d'hiver et qui était avant un cirque, j'ai perdu le terme, itinérant, j'allais dire intermittent. Donc, qui a longtemps été un cirque itinérant qui maintenant donc est au cirque d'hiver. Et Rosa Bouglione, en fait, elle est centenaire et donc elle a vu vraiment toute l'évolution de l'histoire du cirque en France et elle y a participé. Et donc, bah, elle raconte tout ça dans son autobiographie. En fait, c'est son autobiographie. Donc, c'est vraiment la vie d'une famille de circassiens depuis, bah, je pense, le début du XXe siècle jusqu'à maintenant. Donc je sais plus quand ce livre a été publié, mais c'était dans les années 2000, quoi. Donc voilà, c'était bien intéressant. Alors même si bon, le cirque est aujourd'hui un peu en perte de vitesse, en tout cas le cirque avec animaux est aujourd'hui en perte de vitesse en France, mais c'est quand même très intéressant d'avoir ce type de témoignage qui nous raconte un peu dans le détail comment ça se passait, avec beaucoup d'anecdotes de terrain, entre guillemets, si je puis dire. Et donc voilà, c'est un livre qui apporte pas mal d'informations et un témoignage intéressant. Après, nous avons La forêt des 29 de Irène Frein. Irène Frein, c'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup. Je vous en avais déjà parlé dans la section livres de poche. Et donc La forêt des 29, ça raconte l'histoire de la naissance de la communauté indienne des Bishnoï, qui est donc une communauté qui a un très grand amour de la nature, des animaux, et qui est très pacifique, on va dire. Et donc là, ça raconte l'histoire de leur fondateur, j'ai oublié son nom pour être honnête, mais voilà, c'est raconté un peu comme un roman historique, un peu d'aventure. C'est très bien écrit, on est vraiment plongé dans l'ambiance de l'Inde à cette époque-là. Irène Frein, elle connaît très bien l'Inde, c'est un pays où elle a passé beaucoup de temps et qui la passionne vraiment. Et donc ça se ressent beaucoup dans ce livre. Et c'était vraiment super, c'est bien écrit, il y a de l'action, les personnages sont bien développés et ouais, vraiment un très bon livre historique qui fait beaucoup voyager. Après, nous avons Tim et son puma. Alors, cette couverture, je vous laisse quelques secondes pour l'admirer quand même parce que elle est vraiment tellement kitsch que c'est presque un objet de collection. Donc c'est un livre, je pense, qui date des années 60 ou un truc comme ça. C'est un roman jeunesse, donc c'est de Hélène Griffiths. C'est un roman jeunesse qui met en scène un adolescent, donc un jeune adolescent qui doit avoir 12 ans, je crois, qui est anglais à la base, je crois, et qui part vivre en Patagonie avec sa famille, où ils ont acheté un ranch et donc ils vont vivre dans ce ranch. Et donc le petit garçon un jour va trouver des bébés pumas orphelins, il va les recueillir et alors il y en a une partie qui vont mourir, mais il y en a un qui va survivre et qu'il va élever jusqu'à l'âge adulte. Et donc bah, évidemment, quand il grandit, le puma commence à devenir dangereux, à s'attaquer au bétail, etc. Donc ça crée plein de problèmes. Et voilà, ça raconte un peu cette histoire-là. Donc c'est un livre que j'ai trouvé assez intéressant parce que c'est en fait souvent les romans jeunesse un peu comme ça, un peu anciens, j'ai remarqué qu'ils ont souvent tendance à être un peu sombres ou avec des côtés un peu tragiques, contrairement à pas mal de romans jeunesse qu'on voit aujourd'hui. Et donc là, c'est le cas pour celui-là. C'est un roman avec un certain nombre de scènes assez dures. C'est vraiment pas une histoire très joyeuse, contrairement à ce qu'on pourrait croire en voyant la couverture. Et donc, bah, du coup, c'était assez intéressant. C'était plutôt une bonne lecture. Ensuite, nous avons Le Tigre de John Vaillant. Donc ça, c'est de la non-fiction. L'auteur a enquêté en fait sur l'histoire d'un tigre mangeur d'hommes qui a sévi en Sibérie
pendant un certain temps, donc qui a tué plusieurs personnes. Et donc le point de départ, c'est qu'il va essayer de comprendre quelle est l'histoire de ce tigre, comment il a été amené à attaquer des gens, et comment la population locale a fait pour s'en débarrasser, puisque donc à la fin le tigre a été abattu, mais donc voilà, il va interroger la brigade qui a été chargée de le traquer, les habitants du village qui ont subi les attaques, etc. Et en fait, ça va être le point de départ pour une très grosse réflexion, non seulement sur ce tigre, les rapports des hommes avec les grands prédateurs, etc., mais aussi sur la situation économique de la Russie, et notamment des régions très éloignées d'Extrême-Orient, qui sont des régions rurales un petit peu oubliées, et donc où la population est très pauvre, et en fait on se rend compte que la pauvreté augmente les problèmes de cohabitation avec les grands prédateurs, puisque les hommes, comme ils n'ont plus rien, finissent par partir braconner dans la forêt, donc ils entrent en conflit avec les tigres, etc. Donc voilà, c'est une très grosse réflexion sur à la fois les tigres et sur la situation économique de la Russie. Donc c'est assez dense, c'est assez costaud à lire, mais très intéressant. Et j'adore cette couverture, cette photo est vraiment très belle. Ensuite, nous avons le Puma blanc de R.D. Lawrence, donc le même qui avait écrit le livre sur le puma dont je vous parlais juste avant, sauf que là c'est un roman. Donc ça raconte l'histoire d'un puma au pelage blanc, donc très très rare, qui, du fait de la rareté de son pelage, va être pourchassé par des braconniers, mais il y a une biologiste qui va tout faire pour le protéger. Voilà, alors c'est pas un chef-d'œuvre, très honnêtement, c'est pas super bien écrit, mais je le garde un peu, là encore, comme un objet un peu insolite dans ma bibliothèque, parce que c'est un livre voilà, qui est quasiment introuvable aujourd'hui. Moi, je l'ai récupéré sur internet, mais voilà, c'est un livre un peu, comment dire, ouais, c'est un livre un peu rare, qui est pas excellent d'un point de vue littéraire, mais moi, comme je suis vraiment passionnée par les félins et que j'ai pas mal travaillé le sujet aussi au niveau professionnel, voilà, ça m'intéresse d'avoir ce genre de curiosité, entre guillemets. Après, toujours sur le thème félin, nous avons Entre fauves de Colin Niel, donc encore un roman, celui-ci beaucoup plus récent, et que j'ai vraiment bien aimé. Ça raconte l'histoire de trois personnages, un lion en Namibie, une chasseuse de trophées qui va traquer ce lion, et un militant écologiste qui va traquer la chasseuse de trophées pour se venger, entre guillemets, des animaux qu'elle a tués. Donc c'est un livre qui est très intéressant parce qu'il a le mérite de ne pas être manichéen et de ne pas... enfin, comment dire? En fait, il y a toujours beaucoup de polémiques sur ces histoires de chasse aux trophées, d'écologie, etc. Et en fait, c'est un livre qui montre que souvent les situations sont plus nuancées qu'on ne le pense et que le vrai danger, c'est de tomber dans des idéologies extrémistes, que ce soit d'un côté ou de l'autre. En fait, ce livre démontre ça. Alors, il n'est pas complètement objectif non plus, hein, mais voilà, ce livre démontre le danger à tomber dans des pensées extrêmes, que ce soit le militant écologiste ou du côté des chasseurs. Et donc, en fait, chaque personnage va se retrouver finalement face aux conséquences de certaines, comment dire, de certains préjugés, de certaines décisions qu'ils vont prendre sur des préjugés, qui vont les mettre dans des situations un peu délicates. Voilà, je ne veux pas en dire trop sur l'intrigue, mais vraiment c'était un livre plutôt bien fait et comme je vous le disais, qui a le mérite de ne pas, enfin d'aller au-delà des préjugés justement et d'avoir une vraie réflexion sur le sujet. Donc c'était plutôt pas mal. Ensuite, nous avons Confession d'un gang de filles de Joyce Carol Oates. Donc celui-là a été adapté en film, mais je n'ai pas vu le film, il faudrait que je le regarde un jour. C'est un livre que j'ai lu, on va dire, à 2 reprises. J'avais essayé une première fois et j'avais abandonné parce que je trouvais que le style était un peu difficile. Puis finalement, je l'ai repris un peu plus tard et je l'ai lu et je l'ai bien aimé. Mais effectivement, le style est un peu particulier. Le style d'écriture, c'est peut-être lié à la traduction. Mais en tout cas, il m'a fallu un peu de temps pour me mettre dedans. Mais une fois dedans, c'était vraiment un bon roman. Après, on retombe sur de la non-fiction avec la saga Red Dead de Romain Danois aux éditions Third Edition. Donc ça, c'est un livre qui parle de la saga de jeux vidéo Red Dead Redemption, ainsi que de son homologue contemporain GTA, les deux ayant été réalisés par les mêmes studios. Et c'est aussi un livre sur l'histoire de la violence aux États-Unis. Voilà, mise en comparaison avec ce qu'on peut voir dans le jeu vidéo.
Donc très intéressant, très dense, très riche en informations. Vraiment une très bonne découverte. Et pour finir, nous avons ici L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde de Robert Louis Stevenson, que j'ai dans une jolie édition comme ça. Alors honnêtement, c'est pas un roman que j'ai adoré, je l'ai trouvé un peu ennuyeux, mais néanmoins il y avait certains passages en particulier que j'ai trouvé vraiment très réussis. Donc je l'ai quand même gardé par rapport à ça. Et enfin, on a L'homme qui murmurait à l'oreille des lions, donc Ma vie parmi les grands félins d'Afrique de Kevin Richardson. Donc ça c'est l'autobiographie de Kevin Richardson qui est une figure médiatique. Donc c'est un Sud-Africain qui élève des lions en captivité dans un parc et qui en fait noue des relations très proches avec eux comme on peut le voir sur l'image. Donc qui vit vraiment avec eux, qui rentre avec eux sur leur territoire, etc. etc. Bon, alors j'ai acheté ça à titre informatif, comme j'ai pas mal travaillé sur les félins, comme je le disais. Mais Kevin Richardson, c'est vraiment, vraiment pas un exemple à suivre. Surtout, ne, ne faites pas ce qui est écrit dans ce livre, j'ai envie de dire. Parce que le gros problème, en fait, c'est que ça donne l'illusion que les lions sont des animaux de compagnie, qu'on peut en avoir un chez soi, lui faire des câlins, etc. Et ça, c'est un énorme problème en ce moment. Les gens qui pensent qu'ils peuvent avoir des grands félins chez eux, ça crée du trafic d'animaux sauvages, ça crée de la maltraitance, ça crée des accidents mortels. Enfin, c'est vraiment le truc à ne pas faire. Donc voilà, si le sujet vous intéresse, vous pouvez lire cette autobiographie, mais surtout, ce n'est pas un modèle à suivre. Voilà, donc pour cette partie-là, et donc rapidement je passe sur les romans en anglais, il y en a beaucoup moins. Donc, hop, nous avons tout d'abord I Am Legend de Richard Matheson, donc un classique de la science-fiction sur le thème des vampires, mais traité d'une façon assez originale. Donc un roman, j'avais mis un peu de temps à me mettre dedans, mais je l'avais vraiment bien aimé. Ensuite ici on a les tomes 4 et 5 de la saga sur Gengis Khan, dont je vous parlais dans la partie sur les livres de poche, donc de Connie Golden. Donc le tome 4, Empire of Silver, et le tome 5, Conqueror, qui lui est consacré à Kublai Khan, le petit-fils de Gengis Khan. Donc une excellente épopée guerrière, assez dense à lire, mais vraiment très bien. Ensuite ici on a Attila de William Lapierre, dont je vous parlais dans mon dernier point lecture. Là on a Born Free de Joy Adamson, donc ça c'est un témoignage, une espèce de journal intime d'une femme qui dans les années 60 vivait au Kenya et avait recueilli une petite lionne orpheline et qui explique un peu la relation qu'elle avait avec elle. Donc c'est une histoire qui ne s'est pas très très bien finie, mais qui était intéressante à lire. Après, honnêtement, le style d'écriture est pas ouf, c'est très très monotone. En fait, c'est un peu son journal intime, donc en gros, il raconte aujourd'hui il s'est passé ça, aujourd'hui il s'est passé ça. Donc c'est pas du tout palpitant. C'est vraiment si on s'intéresse beaucoup au sujet, quoi. Ensuite, 2 livres de John Steinbeck, The Red Pony, qui est mon préféré. J'ai vraiment adoré ce livre. Je l'ai découvert en français quand j'étais enfant et je l'ai relu donc à l'âge adulte en anglais et vraiment j'aime beaucoup ce livre. Il est très court, c'est pas considéré comme un chef-d'œuvre de John Steinbeck ni rien, mais vraiment j'ai adoré. J'adore cette histoire, une histoire très tragique. Et j'ai également The Pearl, un petit peu dans le même genre, une histoire courte, plutôt tragique également, que j'ai beaucoup aimé. Par contre, je n'aime pas du tout ces éditions. Je trouve que les couvertures sont vraiment moches. Ouais, mais bon, j'en ai pas trouvé d'autres. Et enfin, nous avons The Sheltering Desert de Eno Martin. Donc ça, c'est un témoignage d'un gars qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, pour échapper à la guerre avec un de ses amis, est parti se cacher dans le désert de Namibie. Et ils y sont restés pendant 2 ans, donc totalement coupés de la civilisation, à survivre sans rien, quoi, dans le désert, juste en chassant, en cherchant de l'eau là où ils trouvaient, en dormant là où ils pouvaient. Ils sont restés comme ça pendant 2 ans, et donc c'est le récit de cette aventure de survie. Hop. Voilà, donc j'arrête cette vidéo ici, je vous montrerai la suite plus tard, et en attendant, je vous dis à la prochaine. Salut!